français. Un tremblement de terre d'une ampleur significative, plus de 5,5 sur l'échelle de Richter, a eu lieu à 21h40 cette nuit dans les Vosges. Il a été ressenti dans une quarantaine de départements. Aucune victime n'est à déplorer, mais les pompiers ont tout de même été débordés par les appels. La semaine s'annonce décisive sur le plan diplomatique avec la nouvelle résolution américaine contre l'Irak, pour laquelle le secrétaire d'État américain Colin Powell tente à Pékin d'obtenir le soutien des autorités chinoises, alors que la France de son côté défend la poursuite des inspections de l'ONU. Dans le tournoi des 6 nations, la France aujourd'hui a battu sévèrement l'Écosse au Stade de France, 38-3, 4 essais marqués pour la France, de quoi se consoler de sa défaite face à l'Angleterre. Coup de foudre à Manhattan, c'est une comédie romantique, une version moderne de Cendrillon, que Jennifer Lopez vient présenter à Paris. Elle est l'invitée de ce journal. Bonsoir Jennifer Lopez. Bonsoir. Avec elle tout à l'heure, nous parlerons du film et nous parlerons évidemment de la soirée des Césars qui a couronné notamment un de ses compatriotes, l'acteur Adrien Brody, pour le film Le Pianiste. Madame, Monsieur, bonsoir. Il était 21h40 quand la terre a tremblé dans les Vosges. L'épicentre du séisme d'une magnitude de 5,5 a été enregistré près de Saint-Dié. Il n'a duré qu'une dizaine de secondes. À Strasbourg, une représentation à l'opéra a été interrompue. À Colmar, un immeuble de 14 étages fissuré a été évacué dans la nuit. Et dans les Vosges, les enfants d'une colonie de vacances ont été relogés dans un immeuble de la ville. La sécurité civile indique qu'il n'y a que des dégâts légers et aucun blessé. 2 répliques plus légères ont eu lieu dans la nuit. Zinedine Boudaoud. La tour HLM devait être rasée l'an prochain. Le séisme a peut-être accéléré le calendrier. Déjà marqué par l'usure du temps, cet immeuble de Colmar ne présente plus toutes les garanties de sûreté. Alors la nuit dernière, une cinquantaine de familles a été évacuée. Ce matin, elles ont pu récupérer quelques affaires sans être sûres de pouvoir revenir habiter ici un jour. De rester là maintenant, je baliserais trop. J'aurais trop peur. J'aurais toujours peur qu'un morceau s'écroule ou bien... Non, j'aurais trop peur. Ce mur fissuré par le séisme est celui d'un centre de vacances situé près de l'épicentre. 48 enfants y séjournaient depuis hier matin. Par précaution, ils ont été relogés dans la salle des fêtes du village. Le tremblement de terre les aurait à peine inquiétés. Pour ces autres enfants, c'est presque un jeu. Quand la secousse a eu lieu, ils ne se sont pas fait prier pour sortir de chez eux en pleine nuit. À Strasbourg, les conséquences du séisme ne sont pas dramatiques non plus. Un opéra de Richard Strauss a été interrompu. Les spectateurs réfugiés dehors ont vécu une expérience unique. Moi, j'ai ressenti comme une force surnaturelle qui vient du plus profond de notre planète. À Saint-Dié, l'événement de la nuit dernière fait encore parler. La ville se trouve à quelques kilomètres à peine de l'épicentre. Ici, on a entendu comme un bruit. Une déflagration, ni plus ni moins. Et puis comme un souffle, comme s'il y avait une déflagration, et puis ça a tremblé. Le séisme n'a provoqué ni dégâts majeurs, ni mouvement de panique. Pourtant, cette nuit, les pompiers ont reçu des milliers d'appels inquiets. Le dernier tremblement de terre de cette ampleur dans la région remonte à 1992. La secousse a été ressentie dans une quarantaine de départements où les numéros d'urgence des pompiers ont été saturés d'appels. Dans plusieurs villes, les habitants ont quitté leur immeuble pour se retrouver dans la rue, vous l'avez vu, y compris en région parisienne où le séisme a suscité une forte inquiétude. Reportage Stéphane Bretner et Guillaume Viard. D'habitude, on se réunit en bas de l'immeuble pour discuter. Cette fois-ci, il a fallu évacuer, encore un peu choqué. J'étais dans ma baignoire et croyez-moi, j'ai vu de l'eau passer au-dessus de moi, j'ai pas compris. Et j'ai entendu ma mère crier, pousser un cri, j'ai paniqué, donc on est descendu. Les 500 habitants ont patienté 2 heures avant de réintégrer les appartements. L'immeuble ayant un peu bougé, certains n'avaient plus envie d'y rentrer. Je suis encore là, je ne veux pas entrer. Pourquoi? Parce que j'ai peur de monter là-haut et dormir. Je ne dors pas un peu plus si j'ai peur. Je vous téléphone parce qu'on a un problème dans un bâtiment. Il y a eu un tremblement, le bâtiment il a bougé carrément. Oui, il n'y a rien de spécial parce que ça a tremblé dans toute la Côte d'Or. À Dijon aussi, on a été surpris. Pas de dégâts à part cette canalisation. À sensation inconnue, réaction radicale. J'en étais en train de boire une bouteille de bon vin qui avait au moins 20 ans. Et je me suis dit, j'ai pensé, il ne fallait pas que je fasse d'abus. J'ai donc donné mon verre de bon vin à mon fils. À Paris, la secousse a été ressentie dans 7 arrondissements sans faire de dégâts, mais les pompiers ont reçu 700 appels en 1 heure. Ce matin, dans l'un des arrondissements touchés, il y avait ceux qui s'en souvenaient. On était comme ça, puis d'un seul coup comme ça, comme si on allait faire un malaise. Et c'est surtout la chaise, mais ça n'a pas duré.
On a senti le lit trembler. Je ne sais pas ce que c'était. Et ceux qui préféraient en rire. Je sais pas ce qu'on faisait, mais on n'a pas fait la même secousse alors. On n'a pas fait la même secousse. Ça a secoué, mais pas dans le même sens. Bref, pas de quoi fissurer le moral des Parisiens avant la prochaine secousse. Selon les spécialistes, il s'agit d'un séisme relativement important. L'Alsace est l'une des régions les plus menacées avec le Midi-Pyrénées, les Alpes et le littoral méditerranéen. Explication Romuald Bonan. Pendant quelques secondes, les courbes des sismographes s'affolent. Au même moment, sous les pieds des habitants de la région de Saint-Dié dans les Vosges, à environ 10 km de profondeur, la terre se déforme violemment. Sous la pression des mouvements tectoniques, les roches souterraines sont comme écartelées. Et brutalement, hier soir, elles ont fini par se déchirer, de quelques petits centimètres seulement. Suffisamment pour faire trembler la terre en surface. Un séisme d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter et dont les secousses ont été ressenties dans une quarantaine de départements du Grand Est, un événement considéré comme important par les spécialistes. Ce sont des séismes importants, largement ressentis, qui sont un peu au seuil des séismes inquiétants, du point de vue des dégâts. Bon, il est probable qu'il y ait des dégâts légers sur un séisme de cette importance-là, mais quand on commence à monter au-dessus de ces magnitudes, on peut avoir des dommages importants. Dans la région, le dernier événement en date avait eu lieu en avril 92 avec la même intensité. Il s'agissait en fait des répercussions d'un séisme dont l'épicentre se trouve à Maastricht aux Pays-Bas. Mais les Vosges et plus largement le Grand Est sont bien connus des sismologues. Des zones sensibles, au même titre que les Pyrénées, les Alpes, la région de Nice ou encore le sud de la Bretagne comme ce fut le cas il y a 5 mois. Des tremblements de terre souvent peu intenses mais réguliers. Une sismicité régulière qui est liée tout simplement à la présence de failles actives et qui rejoue régulièrement sous l'effet de ce que nous on appelle un champ de contrainte, ou si vous préférez un champ de force régional. Après le séisme d'hier, les scientifiques cherchent à obtenir le maximum de témoignages par Internet ou par téléphone, des informations précises afin d'établir une carte des risques sismiques dans l'Est de la France. À Toulouse, une jeune femme et ses 2 enfants de 2 et 5 ans ont trouvé la mort la nuit dernière à la suite d'un feu dans leur immeuble. Ils ont été intoxiqués par les fumées d'un incendie de cave. 2 personnes sont toujours hospitalisées. Julien Beaumont. L'incendie est parti des caves. Il est 4 h du matin et dans cet immeuble d'Ampalo, un quartier populaire de Toulouse, la fumée va vite gagner les 10 étages. Au 9e, une mère de 26 ans et ses 2 enfants de 2 et 5 ans n'auront pas le temps d'être secourus. Quand les pompiers arrivent, tous les 3 sont morts, asphyxiés. 4 personnes ont également été évacuées et ce n'est pas la première fois qu'un incendie a lieu ici. Il y a 3 morts maintenant, il faudrait faire quelque chose. Et vraiment, on a la haine et la colère. Pourquoi, madame? Ça arrive souvent, c'est répété, monsieur. Si c'est pas une voiture, c'est des caves, c'est des... Alors, il y en a assez maintenant. Un habitant tient même à nous montrer l'état des caves. Les caves sont ouvertes, voilà les déchets. Il n'y a qu'à mettre une allumette et c'est bon. Voilà. C'est la principale interrogation des enquêteurs. L'incendie est-il d'origine criminelle ou accidentelle? Pour l'heure, la police barre maintenant l'accès aux étages. Ce soir, 2 femmes sont encore hospitalisées et 8 personnes ont été relogées. À Toulon, une mère de famille de 40 ans a été condamnée à 1 an de prison ferme pour manquement à l'éducation de son fils de 13 ans. La mère de famille devait effectuer, à la demande des autorités judiciaires, un stage pour parents de mineurs prédélinquants, mais elle ne s'est pas présentée. Laurent Dit. Depuis quelques mois, le parquet de Toulon propose des stages pour les parents de mineurs délinquants. Le principe est simple, des parents dont un enfant est concerné par une procédure judiciaire ont 3 mois pour montrer à la justice qu'ils ont tout mis en œuvre pour remettre leur enfant dans le droit chemin. Il est peut-être plus intéressant de les aider encore une dernière fois à réfléchir sur cette notion de responsabilité, notion qui en effet a été oubliée depuis quelque temps, et c'est la raison pour laquelle on leur donne cette espèce de chance ou de sursaut pendant 3 mois pour réfléchir sur ces notions-là. Pour 4 familles concernées par ce premier stage à Toulon, le bilan est positif, pas de poursuite. Condamnation par contre pour une mère toulonnaise de 50 ans qui n'a pas joué le jeu. 1 an de prison pour s'être soustraite à ses obligations parentales. Ce qui me semble important, c'est que cette personne, le jour où elle va prendre connaissance de sa condamnation, elle puisse enfin prendre conscience de cette réalité et se plier aux exigences de la loi. Une seconde session vient d'être lancée pour 6 autres familles et conformément à une circulaire du garde des Sceaux, cette initiative devrait à présent inspirer tous les tribunaux de France.
Demain, le comité d'entreprise d'Air Libre doit étudier avec les liquidateurs les dispositions du plan social pour les 3200 salariés. La disparition de la compagnie pose aussi des problèmes en termes d'aménagement du territoire. Exemple à l'aéroport de Tarbes-Lourdes, où la compagnie assurait 2 liaisons quotidiennes avec Paris. Le maire espère très vite obtenir qu'une autre compagnie reprenne ses vols. Muriel Lassaga et Olivier Combe. Non, je devais partir par le biais d'Air Libre, quoi. Et du moment que la ligne maintenant est supprimée, j'ai recours à SNCF. Et pour cause, depuis plus de 15 jours, la ligne Tarbes-Paris d'Air Libre n'existe plus. L'aéroport international ressemble désormais à ça. C'est calme, hein? C'est plus que calme, c'est sinistre. On est dans un aéroport international qui accueillait 150 000 passagers à destination de Paris Orly avec Air Libre. Démonstration d'ailleurs faite de la rentabilité de cette ligne. 80% du trafic sont assurés par les charters, uniquement destinés aux pèlerins de Lourdes qui débarquent d'avril à octobre. Mais dans ce désert hivernal, les 2 lignes quotidiennes d'Air Libre manquent cruellement pour la clientèle d'affaires. EasyJet, Air Littoral et surtout Aéris sont sur les rangs pour reprendre ces créneaux horaires. Je souhaite avoir une compagnie low cost parce que je crois que c'est ce qui correspond le mieux aux besoins des pèlerins qui viennent sur Lourdes, mais aussi aux besoins des responsables économiques de ce département. Pour le maire, l'avenir s'annonce mal, d'autant plus que Giat Industrie annonce d'importantes suppressions d'emplois à Tarbes. Sur ces terres en friche, il a pourtant l'intention d'attirer une vingtaine d'entreprises du secteur aéronautique. Ce sont des entreprises internationales. Il n'est pas concevable de dire à une entreprise « venez vous installer chez moi ». Vous allez voir, on a une chaîne des Pyrénées magnifique, on a des espaces à aménager, mais on n'a pas de liaison avec Paris. C'est inconcevable. Seule solution aérienne pour rejoindre Paris, prendre un avion privé ou la direction de l'aéroport de Pau à 40 km de là. À Miami, 2 Françaises qui se trouvaient sur la plage ont été écrasées par un véhicule de police qui pourchassait des voleurs. L'énorme 4x4 de 2 tonnes est passé 2 fois sur les baigneuses allongées sur le sable. L'une d'entre elles est morte sur le coup, l'autre est à l'hôpital, très grièvement blessée. Les autorités américaines avaient pourtant donné consigne aux forces de l'ordre d'éviter ces courses-poursuites parfois dangereuses, comme le montre cet accident. En médecine, le président de la République, Jacques Chirac, a dénoncé ce matin les chercheurs dévoyés et sans scrupules. C'était à l'occasion des 20 ans du comité consultatif d'éthique. Il préconise l'adoption d'une convention mondiale de bioéthique et prendra une initiative dans ce sens à l'automne à l'UNESCO. Écoutez-le. Des dérives nouvelles menacent la dignité humaine. Des chercheurs dévoyés renouent avec les fantasmes eugénistes qu'on aurait voulu voir disparaître avec les totalitarismes. Des laboratoires sans scrupules se livrent à l'expérimentation prématurée de nouvelles molécules sur des populations pauvres et sans recours. La traite d'organes ou de tissus donne lieu à des trafics ignobles. Ces abus sont un défi à la conscience universelle. Il faut les faire cesser. Les 5 millions de Français de confession musulmane auront désormais une instance représentative. Les élections pour le futur Conseil français du culte musulman auront lieu les 6 et 13 avril dans près de 1500 mosquées en France. La présidence reviendra au recteur de la mosquée de Paris, Dareil Boubaker, et les 2 coprésidences à l'UOIF, proche des frères musulmans, et à la Fédération des musulmans de France. Un mandat sera de 2 ans. Cet accord est intervenu après des semaines de négociations entre les différentes composantes de l'islam français. La Turquie devrait autoriser la semaine prochaine le déploiement des troupes américaines sur son territoire. Dans le port d'Iskenderun, on prépare l'arrivée d'une flottille chargée du matériel nécessaire à une éventuelle invasion du nord de l'Irak. Sur place, nos envoyés spéciaux Vincent Guyem et Guillaume Fautra. Escorté de près sur une route sous surveillance de l'armée turque, ce convoi de bus se dirige vers le port d'Iskenderun. Les rideaux sont tirés, on ne sait pas qui est à l'intérieur, peut-être des Américains. Ils ont investi ce port il y a une semaine, ils seraient 250 environ. Iskenderun fait partie des 6 sites que les États-Unis vont aménager en Turquie en vue d'accueillir un éventuel contingent de plusieurs milliers d'hommes. Plus question désormais de pénétrer dans la zone. Alors la presse turque campe le long de la clôture, tente de saisir le moindre mouvement au téléobjectif. Cette Mercedes, par exemple, serait celle d'un haut gradé en visite, du moins c'est ce qu'on pense. Aucune information ne filtre.
Les gens se demandent ce qui peut bien se passer là-dedans. C'est pour ça qu'on est tous là. Personne ne nous dit rien de ce qui se passe. Un silence qui s'explique peut-être par les négociations en cours entre Ankara et Washington sur le déploiement de troupes américaines en Turquie. Les Johnny, comme on les appelle ici, vont-ils débarquer en nombre? Les habitants d'Iskeroun ne le souhaitent pas. Majoritairement opposés à la guerre, ils se souviennent des conséquences de la première guerre du Golfe. Notre port est moribond aujourd'hui. Avant 1991, il y avait en permanence 20, 30 navires ici. Iskeroun ne tirera aucun profit de tout ça. La Turquie non plus. On ignore encore si Iskenderun servira de base aux Américains. Mais le port doit recevoir dès la semaine prochaine une première livraison d'armes. Ce sont des missiles antimissiles patriotes fournis par les Pays-Bas à la demande de la Turquie. Et sur le plan diplomatique, la semaine sera décisive. Washington devrait déposer mardi une nouvelle résolution aux Nations Unies ouvrant la voie à une intervention militaire en Irak. Pour ce faire, le secrétaire d'État américain Colin Powell tente d'obtenir l'accord de la Chine, où il est actuellement en visite. La France, de son côté, va présenter un nouveau mémorandum pour demander la poursuite des inspections de l'ONU. Gérard Grisbeck. Premier acte. Samedi soir, George Bush a reçu dans son ranch du Texas le Premier ministre espagnol, José María Aznar. Les deux hommes sont d'accord sur la politique à suivre vis-à-vis de l'Irak et le président américain annonce que son pays déposera la semaine prochaine une résolution au Conseil de sécurité. Et il met en garde non pas l'Irak, mais l'ONU, en expliquant que cette fois, l'organisation internationale joue sa crédibilité. Deuxième acte. Colin Powell, le secrétaire d'État américain, est aujourd'hui à Pékin où il tente de convaincre la Chine de ne pas utiliser son droit de veto contre la résolution américaine. Il précise que cette résolution pourrait être votée à l'ONU après le rapport des inspecteurs le 7 mars. Le troisième acte est à venir. Il se jouera à partir de mardi, date à laquelle cette fameuse résolution commencera à être discutée. On croit savoir que le texte en sera très court. Il tiendra en 2 points. L'Irak viole la résolution 1441. Saddam Hussein doit donc en subir les conséquences. En clair, ce sera la guerre. Mais ce troisième axe se jouera, semble-t-il, sans la France. Je peux dire simplement, à l'instar de ce qui a été dit par le président de la République, c'est qu'en l'état actuel des choses, et dans l'hypothèse que vous indiquez, nous ne la voterions pas. La France considère donc que l'on est toujours dans la phase des inspections et tant que Hans Blix ne dira pas qu'il ne peut plus travailler en Irak, à Paris on juge qu'il n'y a aucune raison de s'engager dans la guerre. La position américaine qui est dans une logique de guerre et la position française qui est dans une logique d'inspection semblent inconciliables et pour le moment le rapport de force reste inchangé aux Nations Unies. Si elle était votée aujourd'hui, la résolution américaine serait rejetée par le Conseil de sécurité, ce qui voudrait dire que l'Amérique déclarerait la guerre de façon unilatérale. Et à Bagdad, pendant ce temps, les Irakiens doivent répondre à la requête des inspecteurs de l'ONU leur demandant de détruire les missiles dont la portée dépasse les 150 km autorisés. En direct de Bagdad, Bertrand Koch. Bertrand, bonsoir. Il y aurait, dit-on, une centaine de ces missiles. Les Irakiens vont-ils effectivement les détruire ? Oui, c'est ça, une petite centaine de missiles Al-Samoud, dont les 2 tiers ont déjà été livrés à l'armée. Et je vous rappelle que M. Blix a donné aux Irakiens jusqu'au 1er mars pour commencer à les détruire. Alors le feront-ils? Tout à l'heure, le général Amin, qui préside la commission qui est chargée de superviser le désarmement de l'Irak, a donné une conférence de presse. Il n'a pas directement répondu à la question. Il a simplement dit que ses services étudiaient attentivement la lettre de M. Blix et qu'il espérait résoudre cette question en coopération avec les inspecteurs de l'ONU. Mais il a par ailleurs réaffirmé que la portée de ces missiles n'était pas en contravention avec les résolutions de l'ONU et il a invité les inspecteurs de l'UNSCOM à en sélectionner autant qu'ils voudraient pour procéder à de nouveaux essais. Cela dit, personne ne doute que les Irakiens finiront par se conformer à cette nouvelle exigence de l'ONU, même si cela doit leur en coûter. Du reste, le général Amin a reconnu qu'en se privant de ces missiles, l'Irak réduirait sensiblement ses capacités défensives dans la perspective d'une attaque anglo-américaine. Merci Bertrand. Et depuis maintenant 12 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre du Golfe, les Nations Unies contrôlent une zone démilitarisée entre l'Irak et le Koweït. Un no man's land au milieu du désert où l'on attend sans se faire d'illusions les suites de la crise actuelle. Reportage sur place, Bertrand Lebrun et Yves Ginca. Au nord du Koweït, le dernier poste de police. Ici commence la zone démilitarisée entre le petit émirat et son grand voisin, l'Irak. Elle est l'univers des Nations Unies. Un no man's land perdu dans le désert,
Depuis 12 ans, militaires et observateurs de 31 nations montent ici la garde, jour et nuit. Créée en 1991, la mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweït neutralise cette bande de 15 km de large sur 200 km de long de l'Arabie Saoudite au golfe Persique. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Le dispositif est financé pour plus de la moitié par le pétrole koweïtien. À droite de la route, l'Irak, ou plutôt 200 km de talus et de fossés anti-chars. À gauche, le Koweït et sa gigantesque clôture électrifiée, un pays enfermé derrière 200 km de barbelés. Un régiment de casques bleus du Bangladesh constitue l'unique escorte armée des observateurs. Avec eux, nous partons en patrouille sur l'ancienne route de Bassora, seul axe routier entre Koweït City et l'Irak, jadis axe commercial florissant des pays du Golfe. Au poste numéro 9, nous retrouvons 2 observateurs français. Les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité en fournissent chacun 11. Il fait 43 degrés et la mission dure 6 mois. Difficile de ne pas penser au célèbre désert des Tartares. Mon rôle consiste à observer, puisque je suis observateur militaire de l'ONU, à observer tous les mouvements éventuels de matériel, de personnel ou de troupes dans la zone démilitarisée, en Irak et au Koweït. Et notamment, pour le moment, j'observe la frontière. La situation est comment à l'heure actuelle? Calme, tendue? Vous sentez les choses comment? La situation dans la zone démilitarisée est très très calme. Très, très calme. Voici le poste frontière observé. Au fond à droite, le drapeau irakien face à celui de l'ONU. Clairement ici, la police de Bagdad empêche d'abord les Irakiens de sortir du pays. Le seul passage de troupes sur cette route demain, en cas d'offensive terrestre, sera plus sûrement américain. Question au casque bleu des Nations Unies. Et si les forces terrestres américaines traversent la zone démilitarisée, que faites-vous? Nous observons, nous rapportons, nous ne pouvons rien faire d'autre. Au Proche-Orient, 10 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués aujourd'hui, notamment dans la bande de Gaza où l'armée israélienne a mené une incursion. L'opération qui a débuté dans la nuit de samedi à dimanche s'est poursuivie toute la journée. 2 douzaines de chars appuyés par des hélicoptères d'assaut sont intervenus. L'autorité palestinienne réclame une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies et affirme que plus de 40 Palestiniens ont été tués ces 10 derniers jours. Dans toute l'Europe, aujourd'hui, une vingtaine de rassemblements ont eu lieu en France, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas pour demander la libération d'Ingrid Betancourt, kidnappée il y a 1 an en Colombie par les guérilleros du FARC. À Paris, ils étaient 1 millier, place du Trocadéro, en tête de la manifestation, Mélanie, sa fille, Mathias Sillon et Sophie Laurent. Betancourt dénonçait la violence et la corruption en Colombie. Candidate à l'élection présidentielle, elle a été kidnappée il y a 1 an, jour pour jour. Aujourd'hui à Paris, près d'1 millier de personnes ont réclamé sa libération. Une mobilisation qui renforce l'espoir de sa fille de la revoir un jour vivante. Vous allez voir, on va réussir à faire avancer les choses et ça sera aussi grâce à vous. De sa mère enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie, Mélanie, 17 ans, a hérité d'un moral et d'une détermination à toute épreuve. Sans nouvelles de sa maman depuis 7 mois, elle ne veut pas croire au pire. Elle va jouer un rôle fondamental dans l'avenir en Colombie, parce qu'elle aura passé plus d'1 an avec les FARC. Et en même temps, elle connaît parfaitement ce qu'est le gouvernement colombien. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui sera bien placé pour permettre une réconciliation nationale, ce sera elle. Mélanie et son père, un diplomate français, plaident pour une solution négociée avec les FARC. Ce matin, ils ont été reçus par Jacques Chirac. Le président de la République les a assurés qu'il suivait le dossier d'Ingrid Betancourt de très près. À quelques pas de l'Elysée, l'ambassade de Colombie, un pays où 3000 personnes sont kidnappées chaque année. La pollution du prestige continue de susciter une vive colère chez les Espagnols. Aujourd'hui à Madrid, ils étaient plusieurs milliers à mettre en cause les décisions du gouvernement Aznar qui, selon eux, a mal réagi lors du naufrage du pétrolier. Au salon de l'agriculture, les éleveurs préparent leurs bêtes pour les présenter au concours général. Pour obtenir un prix, rien n'est laissé au hasard. L'esthétique compte aussi. Et pour les aider, une spécialiste du look bovin leur offre ses services. Reportage Virginie Tumortiki et Rémi Poissonnier. Dernier coup de brosse avant le grand concours. Brigitte est esthéticienne pour vaches. C'est elle qui assure les finitions jusque dans les moindres recoins. Pour les vaches laitières, la mode est exigeante. La ligne de dos doit être parfaitement rectiligne. Le rasoir est très précis, la laque indispensable, car la coiffure doit être tendance.
Il y a une coupe tendance, non, ce serait la coupe punk si vous voulez, mais bon, non, c'est la coupe traditionnelle on va dire, pour cette race-là. L'esthéticienne doit mettre en valeur les formes de la vache et sur le salon de l'agriculture, les clients ne manquent pas. Pour les éleveurs, impossible de concourir sans offrir à sa championne une séance de beauté. C'est un plus parce que la part de présentation dans un concours, elle compte énormément. Il faut que la bête, c'est sur les détails qu'elle est jugée. Dans les couloirs du salon, c'est au naturel que ces demoiselles se laissent admirer. Mais séduire quelques-uns des 600 000 visiteurs a un prix, 450 € pour 1h30 de préparation. Un luxe indispensable pour être élue reine de beauté. Grève des pisteurs secouristes à l'Alpe d'Huez en Isère. Ils réclament une augmentation de leur salaire qui est inférieure selon eux à celui de leurs collègues des Deux-Savoie. Selon un responsable de la station, le mouvement déclenché aujourd'hui serait suivi à 50%. Les pistes ont été ouvertes ce matin avec du personnel non gréviste. Rugby, deuxième journée du tournoi Destination, la France a battu l'Écosse 38-3, grâce notamment à un cadre essai magnifique. Mais cette large victoire ne fera pas oublier les nombreuses fautes commises par les Français, Christophe Duchiron et José Boulestex. Contrairement aux apparences, sur le plan de la qualité des statistiques, ce match viril mais correct n'a jamais atteint le 100%. Parfois le sang a coulé, mais souvent, c'est le rugby qui a fait défaut. Les Français qui jouent en blanc entrent en force dans la rencontre. Fabien Pelouse aplati avec l'aimable collaboration du pack, 8 minutes de jeu, 8-3. Grâce à la précision de François Gélès dans l'exercice des tirs au but, la France mène au repos 17-3. Malheureusement sur le plan du jeu, il y a du désordre et du déchet, de l'envie mais de la précipitation. Et le terrain ressemble au pire moment à une cour d'école, le 15 de France a une bande de galopins indisciplinés. Par bonheur, il y a eu en certaines occasions du bon et même du très bon. En début de deuxième période, superbe essai tricolore, brillamment conclu par l'arrière Clément Poitrenaud, 24-3. Quand elle joue juste, l'équipe de France fait plaisir à voir. Astucieux coup de pied de Gélès récupéré à l'arraché par Damien Traille et s'est transformé 31-3. En toute fin de rencontre, en jouant avec sa tête, Yachvili, entré à la place de Galtier, adresse une passe au pied à Aurélien Rougerie qui subtilise adroitement le ballon et aplatit dans l'embut. Score final 38-3, un peu trop flatteur pour être honnête. On est tous conscients que tout n'a pas été parfait, loin de là, beaucoup d'imprécisions. Je crois que l'équipe a parfois voulu même trop bien faire et c'est vrai qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais bon, je pense que d'une manière, dans l'ensemble quand même, il y a eu beaucoup d'intention, beaucoup d'ambition offensive, ça c'est intéressant. Dans 15 jours, le 15 de France ira jouer un match périlleux en Irlande. Alors au vu des matchs du jour, comme on dit des élèves doués, mais qui parfois se laissent un peu aller, peut mieux faire et même doit mieux faire. La cérémonie des Césars hier soir a largement couronné le film de Roman Polanski, le pianiste qui a remporté 7 récompenses. Autre surprise, 3 Césars pour le joli film de Zabou Bretman, Se souvenir des belles choses. Déception en revanche pour le film de François Ozon, 8 femmes, qui est reparti bredouille. Une cérémonie marquée par l'émotion et l'engagement. Compte rendu de la soirée, Pascal Deschamps et Sylvain Daubat. Il aimait les femmes, l'opéra et le 7e art. Toscan, comme on l'appelait, aurait sûrement aimé l'image que le monde du cinéma a donnée de lui-même hier, dans sa liberté et sa diversité. Ce soir, j'ai le triste sentiment d'être orpheline. Avant de mourir, il avait demandé à Gérard Depardieu et Antoine Pialat, le fils de Maurice, d'ouvrir une cérémonie qui fut sans nul doute plus grave que les précédentes. Est attribué à Roman Polanski pour le pianiste. 7 Césars, un triomphe pour le pianiste, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Adrien Brody. Polanski attendit son 17e film avant d'oser s'attaquer à cet holocauste auquel il survécut. Je voudrais dédier cette récompense aux martyrs et héros de la tragédie qui fait le sujet du pianiste. La guerre encore avec le César du meilleur scénario pour Amen de Costa Gavras ou celui du meilleur espoir masculin pour Jean-Paul Rouve, le collaborateur de Monsieur Batignolles. Transit à Compiègne. D'ailleurs, moi, on file un César et Papon est dehors, j'ai l'impression que c'est une bonne année pour les collabos. La guerre toujours, celle qu'on nous annonce. Michael Moore, le trublion de l'Amérique, n'a pas manqué de remercier la France pour son engagement. À sa manière, Meryl Streep lui a emboîté le pas. J'ai l'impression de voir l'histoire se répéter. C'est comme si l'être humain n'apprenait jamais rien.
Jamel Debbouze est reparti bredouille. Mais on lui doit l'un des rares moments de détente de la soirée. On retiendra surtout les 3 Césars d'une première œuvre magnifique, se souvenir des belles choses de Zabou Bretman qui consacre Isabelle Carré. Enfin, c'est la Belge Cécile de France, meilleur espoir, qui a interpellé le ministre de la Culture sur le statut des intermittents. Donc ce que vous voulez faire là, c'est comme si vous faisiez marche arrière. Son film s'appelle L'Auberge espagnole, un peu à l'image de cette soirée où le monde du cinéma avait apporté ses rêves, ses peines, ses peurs et ses coups de gueule. Jennifer Lopez, bonsoir. Hello. Avant d'évoquer avec vous votre actualité cinématographique, un mot peut-être sur cette soirée des Césars. Au fond, elle était très franco-américaine, avec un hommage à Meryl Streep et puis un prix pour votre compatriote aussi, Adrian Brody, pour le pianiste. Oui, en fait, je voudrais bien voir le pianiste. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le voir. Je crois que c'est certainement un des plus grands cinéastes actuels. Donc, je me réjouis de le voir et je suis très contente de voir que certains acteurs américains sont reconnus et je vous remercie en leur nom. Dans le contexte actuel, justement, cette espèce de rapprochement culturel franco-américain, on a vu parfois qu'il y a un peu de tension, disons, autour de la crise irakienne. C'est quelque chose que vous trouvez effectivement souhaitable. On a vu certains acteurs, par exemple le hollywoodien, prendre des positions, manifester. Vous avez ce type de démarche vous-même? Non, je ne commente pas la politique. Mon domaine, c'est le loisir, la musique, et donc je préfère m'en tenir à mon domaine de compétences. Mais je crois qu'il faut simplement espérer que les gens qui détiennent le pouvoir prendront les bonnes décisions et qu'ils pourront sauver des vies. Alors passons maintenant, si vous voulez bien, à votre film, Coup de foudre à Manhattan. C'est une comédie romantique, un conte de fées modernes qui se passe à New York. Et dans cette histoire-là, la bergère est une femme de chambre dans un hôtel de luxe et le prince, un jeune politicien promis à un brillant avenir. Regardez en avant-première leur rencontre. Tu n'auras jamais une autre occasion d'essayer pour 5 000 $ de fringues. Allez, ma grande, glisse-toi dans la vie des gens d'en haut. Hein? Oh, c'est magnifique. Ferme ton pantalon. Une seconde. Ah, bonjour mon ange. Salut Steph. C'est Taille. Qu'est-ce que tu fais à cet étage? Ouais, maman. C'est pour vous, madame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Taille, tu ne te... Maman, lui c'est Chris. Il a un chien gris géant qui s'appelle Rufus. Et si t'es d'accord, je peux aller le promener, t'es d'accord? Bonjour. Bonjour. N'oublie pas que je suis un enfant. J'ai besoin de prendre l'air. S'il te plaît, t'es d'accord pour que j'y aille? S'il te plaît. Je m'appelle Chris. Marshall. Caroline? Alors, Jennifer Lopez, c'est la scène clé du film. C'est là où le personnage, l'héroïne, rencontre le héros. Mais on voit dans cette scène que c'est pas du tout en plus son style. Elle se retrouve un peu piégée malgré elle, parce que c'est pas son genre en quelque sorte de piquer les vêtements de la clientèle. Yeah, she c'est vrai. is kind of talked into it by her En fait, c'est sa meilleure amie qui la convainc d'essayer les vêtements et de faire quelque chose de complètement fou. Elle se fait prendre et elle rencontre cet homme et elle doit continuer le mensonge puisque en fait il y a un contact entre eux immédiat. Et après, bon, ça devient complètement fou comme dans toutes les comédies romantiques. Est-ce qu'il faut effectivement quelques ingrédients comme ça pour avoir une comédie romantique réussie, c'est-à-dire une jeune femme un peu pauvre, un jeune homme qui tombe amoureux d'elle en se trompant? Je veux dire, au fond, depuis le théâtre classique, c'est presque un peu toujours les mêmes règles? Yeah, I guess it is. Oui, je suppose que oui. Indéniablement, comme tous les autres genres, il y a certains trucs qui marchent. Et il a une tonalité aussi très amusante. Et je crois que les gens pensent que c'est très facile, mais c'est pas du tout facile de trouver le juste équilibre entre le réalisme, l'honnêteté, de jouer ce côté-là et aussi de jouer la comédie sans aller trop loin. C'est quelque chose de difficile. Alors, la particularité dans ce film, c'est que tout a été tourné en décor naturel, dans les rues de New York, dans un grand hôtel, le Waldorf Astoria. Est-ce que ça a été difficile de tourner en décor réel plutôt qu'en studio comme on fait habituellement? Parce que j'imagine que vous êtes toujours traqué par une meute de photographes et de fans.
Ça peut être amusant aussi, mais parfois c'est un peu trop. Quand on était dans les On rues voit de sur New ces York. images effectivement le making of, le tournage. Ah oui, il y avait beaucoup de paparazzi ce jour-là, je peux vous dire. Ça a été une journée de folie. Mais sur les rues de New York, c'était encore pire. Je me disais, mon Dieu, qui suis-je, où suis-je? Et les gens disaient, hey, comment vas-tu, etc. Essayer de m'approcher. C'était un peu difficile, mais amusant. Ce film vous a aussi amené à revenir dans le Bronx. Vous êtes né. Est-ce que votre parcours personnel vous a aidé justement pour donner un peu plus de réalité à ce personnage? Oui, absolument. Ce personnage était très similaire à qui je suis et où j'ai été élevée, dans le Bronx. Je sais exactement ce que c'est que de venir de ce genre de background et d'avoir des rêves, de rêver d'aller plus haut, d'une meilleure vie pour elle-même, pour son fils. Et donc pour moi, ça a été formidable de jouer ce rôle, un personnage qui est très proche du mien. Quelles ont été vos relations sur le plateau avec vos partenaires? Vous avez notamment Ralph Fiennes, avec lequel vous jouez, qui est le sénateur, l'amoureux. Ça s'est bien passé? Formidable, oui. Ralph, je crois qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce type de rôle où il joue quelque chose d'un peu plus léger. On a l'habitude de le voir jouer Shakespeare ou des choses très sérieuses, très graves. Alors c'est quelque chose d'un peu différent pour lui aussi et pour quelqu'un que je respecte autant comme acteur. C'est lui qui me demandait si tout s'était bien passé, s'il avait bien joué. Alors Jennifer Lopez, vous jouez la comédie, vous êtes chanteuse, vous êtes lancée aussi dans la mode. Comment vous faites pour mener tout ça de front? Il y a comme ça des mois où vous dites ce mois-ci je chante, ce mois-ci je tourne, ce mois-ci je m'occupe de ma collection, ou vous faites tout en même temps? Ça dépend, ça se chevauche un petit peu, mais j'essaye de me concentrer sur une chose à la fois. Je crois que c'est la meilleure façon de travailler. Si je tourne un film, je ne fais pas nécessairement de musique en même temps, mais si tout d'un coup j'ai l'inspiration, je me dis, ah, j'ai envie d'écrire quelque chose, bien sûr, je le fais dans la nuit. La même chose avec la mode et ma ligne de vêtements. Quand je travaille à quelque chose, j'essaye de vraiment me concentrer sur ce que je fais. Évidemment, il faut jongler avec les calendriers. Alors, justement, est-ce que vous connaissez déjà votre emploi du temps pour les mois qui viennent? Vous savez déjà ce que vous allez faire? La prochaine priorité, c'est quoi? Une collection, un disque, un autre film? Eh bien, juste avant de venir, je travaillais à ma nouvelle clip pour mon single, et puis je voudrais le terminer bien sûr, et ensuite je vais commencer un nouveau film qui s'appelle Une vie qui n'est pas terminée avec Ralph. Et puis on dit aussi que vous avez un projet de bébé un de ces jours? J'espère bien, j'espère bien. Merci beaucoup Jennifer Lopez d'être venue nous voir. Je rappelle que le film sort en France sur les écrans le 12 mars. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo de Patrice Drevet. 20h55, Mort ou Vif avec Sharon Stone et Leonardo DiCaprio. Minuit 20, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain, 7h dans les 4 vérités, François Hesbourg, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Mojadas. 20h35, complément d'enquête, les enjeux du pétrole. Très bonne soirée, au revoir. Et l'on se quitte avec Jennifer Lopez. Thank you so much. Merci d'être venu nous voir. Merci, ça nous a fait très plaisir.